Merci beaucoup. Bon, bah, écoutez, merci et puis merci Sarah également, parce que c'est vrai que c'est important de replacer voilà, la partie économie circulaire. On est donc voilà donc NeoEco, en fait, on est une boîte spécialisée dans l'économie circulaire maintenant depuis 2008. Donc on a commencé notamment euh, par travailler sur l'ingénierie des machines dans un premier temps, parce qu'on s'est rendu compte en faisant de l'industrie auparavant que dans les usines, il y avait très peu de matières qui étaient recirculées. Donc, on a commencé par travailler par du process. Je fais juste une petite introduction sur l'historique parce que c'est assez important. En fait, pour donner une nouvelle vie aux matières usagées, ce dont on s'est rendu compte, c'est que la première étape, c'était de se dire comment est-ce que par l'ingénierie, déjà, on peut ramener des machines qui proviennent de l'industrie de pointe pour réussir à les rentrer dans le monde du déchet, puisque notre but, c'est bien de donner une seconde vie aux déchets, aux matières usagées. Et donc, on a commencé par amener des machines spécifiques. On peut s'arrêter sur celle-ci, c'est très bien. On s'est rendu compte en fait qu'il fallait vraiment réussir d'abord à travailler sur la partie process, puisque aujourd'hui, les industriels travaillent sur des process. Et donc, si jamais on veut pouvoir commencer à intégrer des machines, des matières recyclées, ou alors qu'on veut vraiment activer l'économie circulaire, même s'il n'y avait pas encore ce terme d'économie circulaire qui existait réellement à l'époque, eh bien, il fallait travailler d'abord sur les machines. Donc, typiquement, des machines qu'on retrouve dans l'automobile, par exemple, ou dans l'agroalimentaire, les ramener dans le monde du déchet pour aller rechercher la qualité, puisque ces machines permettent, par exemple, de détecter la qualité intrinsèque des matériaux, de regarder s'il y a des problématiques, par exemple, de fissures sur les produits ou de qualité en tant que telle de la matière, donc les qualités intrinsèques, la composition en tant que telle. On s'est dit, on va commencer par amener ces machines dans le monde du déchet. Donc, aller rechercher finalement les déchets qui ne sont pas aujourd'hui valorisés pour réussir à les valoriser davantage. On s'est vite heurté à une certaine problématique, c'est que très bien, on valorise le carton, on valorise le plastique, on valorise certaines choses, mais par contre, la majorité, on ne la valorise pas parce que justement, on n'a pas de filière qui existe, des usines de recyclage qui existent sur ces domaines. Et donc, en étant ingénieur matériaux, ingénieur chimiste également dans l'équipe, on s'est dit, mais on va retravailler sur le matériau en tant que tel, puisque notre but premier, c'est de réussir à regarder comment est-ce qu'on peut retravailler sur du matériau. Et donc, on a commencé à utiliser des matières usagées pour les intégrer dans des produits, dans des matériaux, et donc on verra par la suite. Mais en gros, en fait, sur ces matériaux produits, on a commencé à les intégrer pour des distributeurs, par exemple, en retravaillant pour des distributeurs du bricolage pour leur refaire des produits comme des lames de terrasse, par exemple, comme des plans de travail, comme des pavés, par exemple, ou autres. Et également d'autres produits, par exemple dans le domaine sportif, sur comment refaire des haltères au local avec des matières locales et qui puissent être redistribuées à un prix équivalent à celui d'un produit lambda et également avec la quantité nécessaire pour réussir à être distribué en tant que produit lambda. C'est vraiment notre leitmotiv aujourd'hui, c'est de se dire que l'économie circulaire, c'est pas une économie parallèle, c'est une économie qui vient substituer l'économie linéaire qu'on a habituellement. Bon, ça paraît bateau de le dire comme ça, mais clairement, c'est notre objectif. Et donc, c'est de mettre à la fois une partie, certes, conseil en place, mais surtout de mettre de l'ingénierie en place pour s'assurer qu'on est comme le Cérib l'expliquait juste avant, hein, Sarah l'expliquait également, c'est qu'on doit verrouiller la partie technique pour s'assurer que derrière, on ait quelque chose qui puisse sortir à grande échelle et qu'on puisse l'intégrer dans la partie industrielle lambda. Le but, c'est de travailler à la fois sur la stratégie et à la fois de travailler sur l'opérationnalité des projets. C'est pas juste de dresser un beau tableau et de dire super, sur le papier, ça pourrait fonctionner comme ça. C'est de se dire sur le papier, ça peut fonctionner comme ça, mais surtout, la mise en application, on va la mettre en place de telle manière et les résultats sont ceux qu'on va vous présenter. Voilà, donc cela, alors juste très rapidement, désolé, je pars un peu en pop-up, vous verrez, mais les enjeux de l'économie circulaire dans le BTP, je pense que vous les connaissez plutôt bien, mais c'est juste important peut-être de rappeler ces différents domaines, c'est que pendant pas mal d'années, finalement, on a continué à faire de l'économie et travailler sur le domaine du BTP de manière assez classique, je dirais, en ayant des innovations qui étaient mises en place. Mais on a une accélération qui est en train de se passer. Et c'est vrai que pour cette accélération, il faut réussir à penser un peu différemment et réussir à mettre
faire le pas de côté finalement pour réussir à accélérer cette transition. Notamment hier, j'étais encore au ministère de l'Environnement justement, enfin c'est plus appelé comme ça, mais bon bref, de la rénovation thermique et tout ce qu'on veut. Mais par contre, ça n'empêche que l'objectif est quand même à 2050 d'arriver au net zéro. Donc il faut réussir à travailler sur ce net zéro à la fois sur le carbone et à la fois sur la réduction de l'utilisation des matières d'origine extractive. On va passer à la prochaine slide, on va rentrer un peu plus dans le concret de ce que NeoEco propose. En gros, aujourd'hui, nos différentes compétences, c'est ce qu'on va proposer. C'est à la fois de la stratégie d'économie circulaire, donc on fait des études territoriales, par exemple, donc là on va plutôt être sur la partie conseil en tant que tel. On étudie des territoires complets. Ça va, par exemple, sur le CD 93, donc département 93, par exemple, on étudie l'ensemble du territoire pour les infrastructures du département en tant que tel. On regarde quelles sont les matières présentes dans les opérations qu'ils vont avoir à réaliser, donc routes par exemple, bâtiments, infrastructures à créer, enfin voilà, l'ensemble des matières qu'ils vont avoir en évacuation et de quoi est-ce qu'ils vont avoir besoin dans le futur pour réussir à construire leurs nouvelles implantations, leurs nouvelles infrastructures, leurs nouveaux bâtiments, etc. On a également des études de métabolisme urbain, mais là, on est sur MU2, par exemple, également sur pleine commune. On est également sur Est Ensemble. Et puis, on écrit également des feuilles de route d'économie circulaire, des chartes. Notamment, on a écrit celle de la MGP, mais on travaille sur beaucoup de chartes et de feuilles de route. Tout ça, c'est la partie plutôt stratégique, comme je le disais. Mais par contre, il faut passer aussi au concret. Et donc, on travaille beaucoup sur les écomatériaux et les filières également, donc avec la création et le développement d'écoproduits et d'écomatériaux, la valorisation de différents gisements, et notamment les terres et des blés, les sédiments, les déchets du bâtiment, mais on verra un petit peu plus après comment ça se met en œuvre. Et puis également, on travaille donc sur les chantiers circulaires avec à la fois la partie déconstruction-reconstruction innovante, et la première déconstruction-reconstruction innovante qui a été faite, ça a été celle justement de la mairie, donc les anciens bâtiments des Trois Suisses, qui a été une très belle réussite. Et puis, je remercie encore justement, je voyais que Jacques mettait un commentaire, mais Ekiom notamment comme partenaire, mais les constructeurs aussi. Et puis les maîtrises d'ouvrage qui étaient des maîtrises d'ouvrage privées. Donc Bouygues et Bouygues Link City et Nood ici, qui ont voulu activer directement cette économie circulaire sur les bâtiments qui étaient à déconstruire pour réussir à reconstruire leurs futurs bâtiments. Pour la reconstruction, donc, on travaille aussi sur la construction durable. Et donc là, on intervient directement en amont de la construction sur l'intégration des différents gisements qui proviennent de l'économie circulaire, que ce soit du second œuvre avec du réemploi, mais également l'intégration de matières usagées dans les matériaux de construction. Donc ça peut être à la fois des sédiments, ça peut être des terres et des blés, comme je le disais, ça peut être voilà, différentes formes, et on vient voir les différentes structures qu'il y a sur le territoire. On est également AMO économie circulaire, donc voilà sur différentes stratégies. On travaille sur des plateformes également, on met en place des plateformes d'économie circulaire, on étudie des plateformes d'économie circulaire pour des partenaires, et donc on travaille beaucoup sur des projets d'infrastructure, notamment sur le métro de Paris par exemple, donc sur la SGP, mais on travaille aussi sur le canal Seine-Nord par exemple, enfin voilà, quelques infrastructures comme celle-ci sur lesquelles on travaille également. Bref, après tout ça, je ne vous ai pas dit grand-chose. Donc, on va passer sur voilà, quelques-uns des partenaires. Ça, c'est pour vous montrer un peu les différents types de partenaires avec lesquels on travaille. Ce qui est important là-dessus, c'est pas question de montrer qu'on travaille avec plein de gens, c'est de se dire que les matières d'un de ces types de partenaires peut servir à un autre partenaire. Tout à l'heure, je vous parlais de la grande distribution, par exemple. La grande distribution va avoir besoin de faire des produits qu'ils vont avoir à distribuer. Ces distributeurs ont besoin de travailler sur des produits innovants et sur des produits qui vont réduire l'impact carbone également de leur distribution finalement et de ce qu'ils vont faire. Le fait de travailler par exemple avec des gestionnaires d'infrastructures et de se dire les sédiments peuvent potentiellement être une ressource pour réussir à travailler sur des écoproduits qu'ils vont pouvoir mettre en vente, là il commence à y avoir des ponts qui se créent. Et on évite de rester dans une même boucle, finalement, dans un même cœur de métier, où finalement, quand moi je suis industriel, que j'ai un déchet, si j'ai un déchet, c'est peut-être pas pour rien. C'est que j'ai déjà cherché à optimiser au maximum pour éviter le déchet. Si j'ai un déchet, c'est qu'il ne me sert plus à rien.
Et donc, on va créer des ponts entre différents types de métiers pour regarder à qui est-ce que ça peut servir et comment est-ce que ça peut être utilisé. Et à l'inverse, on va pouvoir leur rééchanger des matières qui viennent d'autres domaines. On va passer sur la slide suivante, comme ça au moins on va voir un peu plus. On a créé un peu plus de 500 éco-produits, éco-matériaux. Comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui? On travaille avec beaucoup de partenaires, donc aussi bien dans la recherche, donc des universitaires et des industriels. On travaille également avec beaucoup d'écoles, hein, comme je le disais, universitaires, mais également avec des laboratoires, puisque le but, c'est pas de travailler seul, c'est de travailler en groupe. On estime qu'on est beaucoup plus fort quand on travaille à plusieurs sur un sujet. On travaille beaucoup sur des projets européens également, puisque c'est vraiment le but premier, c'est de réussir à se dire, on est dans l'innovation, donc il faut réussir à travailler sur des choses sur lesquelles on arrive à monter des projets en commun. On va passer Bien sur les dit, matières maintenant. ouais, il Oui, faut accélérer absolument. ok, pardon, désolé. On commence à dépasser là. Ok, ben désolé. Donc, ok, Benjamin. Alors, les nouvelles ressources. Ce qu'on considère comme nouvelles ressources, c'est que on va avoir des produits qui vont venir de la déconstruction, par exemple des laitiers de haut fourneau que vous connaissez déjà, des mâchefers d'incinération, par exemple, des sédiments de dragage, des bouts de curage, des coproduits industriels, des sous-produits de la déconstruction, des terres et des blés, des cendres. Et tout ça, en fait, ce sont des ressources qu'on peut considérer, qui sont aujourd'hui considérées comme déchets. Notre compétence aujourd'hui, c'est de se dire que là-dedans, il y a des caractéristiques intrinsèques qu'on va pouvoir utiliser pour réussir à faire des nouveaux matériaux. Et donc, finalement, votre déchet n'est pas un déchet en soi, ça devient une ressource. On estime que, comme on a des caractéristiques intrinsèques techniques, et ben finalement, on a juste à regarder quelles sont ces caractéristiques pour réussir à les utiliser dans une nouvelle formulation. Quand on regarde un ciment aujourd'hui, le ciment est considéré comme dangereux. Si jamais on regarde sur le papier en tant que tel, sur le carton, hein, je parle, c'est pas considéré comme dangereux. Mais si jamais on le met en déchet aujourd'hui, par exemple, il est considéré comme dangereux parce qu'on a un petit logo dangereux dessus. Et pourtant, ce n'est pas un produit dangereux lorsqu'il est dans la formulation. Mais ce qu'on va chercher à faire, c'est de regarder dans l'ensemble de ces types de déchets, comment est-ce qu'on va trouver des particularités techniques qui vont nous permettre d'activer justement euh, une formulation à partir de déchets qui pourraient venir substituer par exemple du ciment, si jamais on prend le cadre du ciment. Enfin, j'ai vu des têtes qui se disaient, bon, c'est pas dangereux, mais en effet, c'est juste une formulation qui fait qu'aujourd'hui, il peut y avoir une certaine dangerosité quelquefois en tant que déchet. Ces nouvelles ressources, on peut en faire différents types de matériaux et on peut passer sur la slide suivante. Comme ça, au moins, on va bientôt clôturer. On peut imaginer plein d'applications différentes. On peut aussi bien viser avec des matières minérales, par exemple, comme les sédiments. On a un programme qui s'appelle Sédimatériaux, l'utilisation des sédiments pour réussir à refaire du préfabriqué, pour réussir à refaire de la technique routière. On a un industriel, par exemple, qui s'appelle Nord Asphalt, qui aujourd'hui a substitué l'ensemble de ses sables par des sédiments de voies navigables, qui étaient des sédiments non inertes, non dangereux, sur lesquels on a travaillé sur la formulation, on a validé qu'il y avait une innocuité environnementale de la mise en place. On a notamment Ekeom aussi qui a travaillé sur la partie cimentaire justement avec ces sédiments. On travaille sur des bétons à partir de sédiments, mais c'est également le cas sur les terres et déblais, par exemple. Donc toutes les terres et déblais, 99% des terres et déblais des chantiers du Grand Paris vont être utilisés aujourd'hui dans des nouvelles formulations, donc environ 80 formulations, pour refaire des matériaux qui vont servir à l'aménagement de demain de Paris et des alentours également. On a de la valorisation agronomique, mais on en reparlera par la suite. Enfin, c'est Jean-Philippe qui en parlera. Des coulis pour des carrières souterraines, par exemple, de la couverture, des bioplastiques, par exemple, à partir de ces sédiments ou à partir de ces terres et des blés. Bref, il ne faut pas se limiter. Aujourd'hui, la technique, c'est pas le problème. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est pas la technique qui a un problème. C'est est-ce que économiquement, écologiquement, techniquement, localement, on est capable de mettre en place l'économie circulaire? La technique, elle est là. Le tout, c'est de réussir à verrouiller tous ces business models. Et donc, c'est là-dessus aussi qu'on travaille sur la partie verrouillage pour s'assurer que économiquement, on s'y retrouve.
On passe sur la dernière slide et promis, j'en aurai terminé. Voilà, juste pour le... Ah bah oui, on peut passer ça. Bon, c'est juste pour vous indiquer qu'on travaille sur différents projets. On est sur l'Ukraine, par exemple, sur la reconstruction aujourd'hui de quartiers en Ukraine également à partir des déchets d'explosion malheureusement qu'il y a. On a travaillé sur Beyrouth également, sur le port de Beyrouth pour réussir à reconstruire finalement le port avec les déchets qui ont été générés par l'explosion. Comment est-ce qu'on va travailler? C'est qu'on travaille principalement, nous, pour le compte d'eux. On est sur environ 300 projets actuellement, donc on travaille pour le compte d'eux. Personnes qui ont des problématiques sur leurs déchets, par exemple, ou qui ont besoin de faire un matériau. Par contre, ce que l'on vient faire, c'est que on va développer le projet, on va regarder si des partenaires locaux, par exemple, peuvent se saisir du sujet. Donc demain, vous pouvez être un de ces partenaires locaux qu'on va appeler pour dire est-ce que ça vous intéresse, par exemple, de travailler sur des sédiments pour réussir à faire des matériaux innovants. J'ai pris l'exemple des sédiments, ça pourrait être d'autres matières, hein, bien sûr. Si jamais on se rend compte qu'il y a un vrai business model qui tient la route aujourd'hui, qui fonctionne et qu'on n'a aucun partenaire local qui veut le mettre en place, alors que le côté économique, le côté technique et le côté écologique sont validés, eh bien, on est capable d'aller développer des spin-offs, donc des startups spécifiques qui vont être directement basés sur la recherche qu'on a pu effectuer. Le but, c'est pas de la créer directement, c'est bien de le donner à des partenaires. Par contre, si ces partenaires ne sont pas au rendez-vous, eh ben on y va. Et donc, on a créé depuis 2008 environ 20 startups aujourd'hui autour de NeoEco également. Et donc, il y en a certaines qu'on retrouve ici. On ne peut pas toutes les citer, mais il y en a certaines, notamment Valam, par exemple, sur le fait de réussir à travailler sur l'amiante et rendre en fait des matières utilisables de l'amiante, donc la silice amorphe et notamment le chlorure de magnésium. Ethnici sur la valorisation des matières en différents objets, donc notamment les carrelages à partir de moules de la braderie de Lille, par exemple, qui ont été mis dans la mairie de Lille. Bring Back sur le fait de ressusciter des batteries en fin de vie, par exemple. Donc, c'est aussi un des champs sur lesquels on va. Et puis là, je passerai ensuite la parole à Jean-Philippe. J'ai été déjà suffisamment long. J'espère que c'était assez clair. N'hésitez pas à poser des questions. Si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter aussi en direct. Voilà. Désolé, c'était plein d'entrain, mais beaucoup d'informations à vous distribuer en peu de temps. Merci Guillaume. Alors effectivement, hein, là, on a bien dépassé le Désolé, délai Benjamin. Je qui vous pensais. était consacré. Moi, Désolé. juste, alors très rapidement, peut-être une question, hein. Alors j'imagine d'abord que vous avez en point d'entrée peut-être les SRADET, les plans régionaux de gestion de déchets, qui sont peut-être la première source déjà pour essayer d'identifier les déchets et donc les ressources qu'ils peuvent devenir. Euh, Juste une question sur dans l'accompagnement que vous faites et les développements que vous faites, comment vous appréhendez le sujet de la normalisation, ou alors est-ce que vous passez par exemple sur des dispositifs type avis technique ou autre chose? Enfin voilà, comment vous passez de ressources, enfin de déchets qui peuvent être des ressources, mais dans un cadre contractuel, normalisé, assurantiel, etc. Et de façon très courte, Guillaume. Merci. Oui, très bien. Alors, assez basiquement, quand on a un matériau, quand on a un produit à réaliser, on a une norme. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à coller à cette norme, aussi bien sur le point de vue technique que sur le point de vue environnemental, qui n'est pas spécialement toujours visé dans un premier temps. Mais en fait, on a un laboratoire d'innocuité environnementale qui nous permet de valider qu'il n'y a pas de rejet dans l'environnement à la suite en fait, de la composition du matériau qu'on a pu réaliser. Mais en effet, on va viser soit la norme, soit la performance technique d'origine qui est visée sur le matériau en tant que tel. Et c'est vraiment la base de tout. Après, quelquefois, on nous demande de viser plus haut en termes de technique. On va apporter des caractéristiques techniques améliorantes. Je prends juste un mini exemple. C'est sur le plan de travail, par exemple, pour Castorama qu'on a développé. On était sur un plan de travail qui est habituellement en mélamine. Bon, la mélamine avec sa colle vinylique, etc. Sur ce plan de travail, on est quand même sur un plan de travail souvent qui est assez lourd et qui a des problématiques aujourd'hui environnementales avec justement cette mélamine qui est fortement controversée en ce moment au niveau environnemental et au niveau santé également. Et en plus de ça, on a un gonflement avec le contact de l'eau qui se fait avec le temps. Et ben, on a travaillé finalement sur un composite
alors pas un composite qui n'est pas valorisable, mais un composite qui est valorisable en fin de vie, justement, qui n'a pas de problématique de gonflement à l'eau, qui est beaucoup plus léger puisqu'il est fait en nid d'abeille aujourd'hui, et donc qui utilise des matières plus légères également. On a également une production qui est refaite au local avec des matières qui sont en très grande quantité aujourd'hui et qui sont disponibles et qui sont habituellement des déchets, donc qui coûtent zéro, voire pour lesquels l'industriel est repayé. Donc, on travaille vraiment sur tous ces axes et on vient améliorer finalement, là ici, en termes de poids et en termes de caractéristiques techniques au gonflement et donc à l'hydrophobie, on vient améliorer l'hydrophobie du produit en rentrant dans la norme classique. Voilà, pardon, flexion et résistance mécanique, poinçonnement, etc. Bon, merci. Vous voyez, Guillaume est passionné, en tout cas par ce qu'il fait, et donc je Désolé. vous invite à prendre contact ultérieurement après la réunion. On va passer à la